Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait de la télécommande, moi? Ah bah, elle est rétroéclairée, c'est déjà ça. Bah, on va envoyer, hein, maintenant. Ah, il y a un bruit? C'est super. Ah, wow, pff. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content de vous offrir cette vidéo du dimanche qui est une double vidéo. Deux vidéos en une. La première vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que sont ces fameux vidéoprojecteurs à focale ultra courte dont on parle dans le monde entier. Vous en avez sur la chaîne. J'ai fait des reportages dessus à Las Vegas ou bien à l'IFA de Berlin. Je vais tout vous dire. Deuxième partie de la vidéo, le test d'un produit donc très haut de gamme dans ce monde des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Le modèle Optoma qui est ici sera donc testé sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, avec bien sûr, après les plus et les moins, un moment important de cette vidéo qui permet justement de résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit pendant au moins 3h50, ce qui est la durée minimale d'une vidéo sur ma chaîne. Et après, pour vous détendre, on partira un petit peu en voyage avec les bonus. Donc je vais commencer par faire un tour d'horizon, mais qui sont donc ces vidéoprojecteurs à focale ultra courte dont on n'arrête pas de me parler? Incroyable ça. Si vous êtes prêts, on y va. Je sais, c'est pour vous réveiller. On y va. Je vais pas vous parler de cet univers incroyable que sont les images à la maison. Avant, il y a quelques années, on n'avait que deux options pour avoir les images à la maison. La première option, la sacro-sainte option du téléviseur, qui était d'abord une taille assez modeste. Et maintenant, on a des produits de plus en plus grands, donc le téléviseur, valeur sûre. Et on a également, depuis des années, voire des décennies, des vidéoprojecteurs qui sont des focales qui sont longues, assez longues, moyennes ou courtes. Voilà, ça dépend de l'endroit où on peut le placer, le vidéoprojecteur. Et depuis quelques années, sont arrivés de nouveaux types de produits avec les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, comme ce produit qui est juste derrière. Alors ça veut dire quoi, focale ultra courte? Eh bien c'est tout simple, vous pouvez avoir le projecteur ici, avoir une grande image, comme ça là vous ne voyez pas entièrement, mais l'image fait 2 mètres. On peut rapprocher donc un projecteur d'un mur directement ou d'un écran. Alors c'est rendu possible assez récemment, si je puis dire de façon que moi j'appelle correcte, grâce à l'évolution des optiques, l'évolution des compensations numériques, de la distorsion et autres, parce que moi avant, je connaissais ces modèles-là en secteur pro, il y en avait pendu au plafond partout, de tous les côtés, proche de l'écran, et je trouvais qu'il y avait des déformations de géométrie, il y avait des trucs qui n'allaient pas, je regardais, je dis les gars, c'est déformé ici, comment ça se passe, l'optique, est-ce qu'on arrive à compenser? Maintenant, on arrive à faire ça vachement bien. Du coup, depuis maintenant 2-3 ans en Chine, en Asie, partout, je vois beaucoup de modèles donc de vidéoprojecteurs à focale ultra courte, dont des lasers TV, qu'on ne se méprenne pas. Les lasers TV, comme le modèle qui est ici, ce sont des vidéoprojecteurs à focale ultra courte, mais l'illumination, c'est pas une lampe mercure, c'est un laser. Ça coûte plus cher, on va y revenir, les résultats sont différents, mais les tarifs montent suivant les produits, parce que ça reste des vidéoprojecteurs dans lesquels on peut mettre des matrices qui sont 1080p, des matrices qui sont réellement 4K, une électronique plus ou moins performante. On a des modèles qui commencent aux environs de 800-900 euros, et ça peut aller jusqu'à, comme ça, 3500 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros chez Sony quand c'est du vrai 4K en secteur pro. Bref, c'est un secteur en pleine expansion. Si les ventes de ce type de produits sont encore modestes dans nos contrées, encore modestes en Europe, il faut savoir qu'en Asie, aux États-Unis, ça commence à se passer vachement bien pour ce type de matériel qui est donc une projection à focale ultra courte. C'est-à-dire qu'en effet, ça reste une projection, enfin une vidéoprojection. Quand il y a beaucoup d'éclairage, comme là, ou en plein jour, vous avez une image qui est délavée, ça reste de la projection. Tandis qu'un téléviseur va pouvoir être regardé avec une excellente image, que ce soit en pleine nuit, ou bien avec une grande luminosité dans la pièce. Ça reste quelque chose qui est hybride, qui est intermédiaire, entre un téléviseur et une projection fond de salle. C'est très très particulier comme produit, et c'est pour ça que quelquefois, on ne sait pas trop où le situer, mais c'est une sacrée solution, parce qu'en effet, regardez ce qui se passe. Quand on rapproche comme ça le produit de l'écran, si vous mettez une puissance lumineuse, elle va être beaucoup plus violente que si le projecteur est à 3 mètres. Donc vous allez avoir beaucoup de luminosité. En général, je mets bien en général, sur ce type de produit. Vous verrez qu'avec celui-ci, avec le laser, ça crache quand même. Il faut également savoir qu'il y a des qualités très différentes suivant les modèles et des luminosités très très différentes. Quand on monte dans les tarifs, on a des produits de plus en plus lumineux, comme celui-ci qui atteint 3500 lumens ANSI, ce qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire que lui, il crache vraiment, mais il coûte 3500 euros. Les produits qui sont plus modestes ne vont pas cracher ça. Ils vont avoir une image un peu plus sombre. Il faut savoir que côté marque, il y a beaucoup de marques qui sont sur le terrain en Asie. Il y a BenQ, il y a Xiaomi, il y a bien sûr Optoma, il y a Panasonic, il y a Sony, il y a énormément de marques qui font des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Il y a vraiment des avantages et quelques inconvénients, tout de même à l'affaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Tell the truth.
et confiance. Le truc sympa avec ce type de produit, c'est qu'on peut le camoufler. C'est-à-dire qu'en général, ce qui peut gonfler pas mal de personnes, c'est d'avoir le projecteur au plafond ou sur une table basse ou un truc comme ça, avec tout le monde qui dit « Alors, on peut pas planquer le bousin, non, un petit peu ?» Bah là, tu peux planquer le bousin. Si vous regardez comment c'est fichu, ça peut être mis dans un meuble, cette petite chose-là. Vous pouvez le mettre dans un meuble avec uniquement cette partie qui dépasse, la partie qui projette. Vous voyez, là, j'ai encore mis ma main et s'il met en arrêt, le bestiau. Hop, tu reviens, voilà. Il obéit en plus. Il est également important de savoir que si les fabricants vous disent « Oui, le mur blanc, c'est génial, tu poses le projecteur devant et t'envoies sur un mur blanc », moi je peux vous dire que le mur blanc, c'est sympa, ça peut rendre service. S'il y a quelques aspérités sur le mur blanc, vous allez les voir, hein. À ce propos, il y a des fabricants qui vendent carrément des bundles, c'est-à-dire qu'ils vendent le produit plus l'écran qui va avec. C'est-à-dire un écran de 85 pouces ou 100 pouces, c'est voilà, c'est un package complet. Vous n'avez plus qu'à poser le produit comme ça, mettre l'écran contre un mur et vous avez la valeur moyenne avec l'image qui se remplit, voilà, avec le recul et autres. C'est une bonne solution en général, vous avez comme ça un écran plus le produit. Ça vous évite une projection sur un mur blanc qui parfois n'est pas si agréable que ça. Il y a toujours des petits défauts sur un mur blanc et vous allez les voir sur certaines scènes. Vous allez dire c'est bizarre, une sorte de grain. Non, c'est pas le grain du film, c'est ton mur. Et c'est vrai en plus, je vous jure c'est vrai. Truc super important. Sur ce type de produit, il n'y a pas de zoom. On ne peut pas régler un zoom. Il n'y a pas non plus de déplacement de l'optique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le lens shift. Voici comment on peut régler la taille de l'image. Vous le déplacez. Il y a une valeur minimale. Aïe. Bêtisier. Il y a une valeur minimale et il y a des valeurs maximales. Voilà, auquel le produit ne peut pas, dépasser une certaine dimension. Donc regardez bien quand vous achetez un produit, ce que vous dit le fabricant. Dans le cas présent avec celui-ci, c'est entre 2 mètres et 3 mètres. Si vous dépassez cette valeur de 3 mètres, vous aurez une image. Vous ne pourrez plus la régler, il n'y aura plus de focus, vous ne pourrez plus régler la netteté parce que vous dépassez la charte technique de l'optique de ce produit. En général, on peut avoir un recul qui va de 19 cm à 50 cm en moyenne, suivant les modèles. Ça change à chaque modèle parce que les optiques ne sont pas les mêmes et les spécifications ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des pieds pour monter, régler, essayer d'ajuster la géométrie qu'on peut bien sûr ajuster avec le produit après, vous allez le voir dans cette vidéo. Je fais bien Calimero quand même, hein. Vous allez m'en vouloir. Vous allez vous demander pourquoi une vidéo du dimanche, comme ça tu pourrais nous présenter des produits qui coûtent 15 € et tu me présentes un truc qui vaut 3300 €. Je voulais montrer ce produit dans cette vidéo parce qu'en même temps c'est un exemple. C'est l'exemple d'un produit qui est à la fois ce qu'on appelle une laser TV, donc un vidéoprojecteur à focale ultra courte qui a une illumination laser et en même temps une barre de son. C'est-à-dire que vraiment chez Optoma, ils ont créé une sorte de bloc qui est un package. C'est pour ça qu'il est là et qu'on va en parler. Il s'agit d'un vidéoprojecteur de type DLP DMD, c'est-à-dire que vous avez deux types de modèles dans le grand public. Vous avez du LCD et vous avez le DLP DMD, c'est-à-dire des micro-miroirs qui s'agitent de tous les côtés. Ce produit est un modèle DLP, une matrice, donc un micro-miroir, qui est une matrice en 1080p. Alors là, vous vous dites, mais Pépé, j'ai vu sur ta vignette, c'était marqué 4K, HDR. Là, vous vous dites, mais Pépé, mais t'es qu'un gros menteur en fin de compte. Moi, je vous réponds, c'est pas moi qui ai commencé. Ce sont les fabricants qui annoncent de tous les côtés, oui, mon vidéoprojecteur est Ultra HD 4K, mais la matrice à l'intérieur n'est pas Ultra HD 4K parce qu'elle effectue ce que mes confrères appellent, et moi aussi, la wobulation, l'émulation, l'optimisation. La technique a déjà été expliquée sur la chaîne dans un test. En effet, on a une matrice qui a 2 millions de pixels et elle va fabriquer 4 fois plus de pixels avec un déplacement invisible comme ça à toute vitesse, 4 fois plus vite, et votre œil n'y voit que du feu parce que les micro-miroirs, en fin de compte, d'une matrice qui est comme ça DLP, DMD, peuvent aller très très vite, donc 4 fois plus vite, et tromper la persistance rétinienne. Donc à l'image, vous allez avoir une image beaucoup plus définie parce qu'elle vous balance plus d'informations et plus de pixels à toute vitesse. Et j'ajoute derrière qu'il y a par contre dans la profession de véritables vidéoprojecteurs à focale ultra courte qui sont équipés de vraies matrices 4K chez Sony en secteur pro, et le ticket d'entrée est de... j'ai mal de le dire, c'est entre 10 et 15 000 € pour avoir un vidéoprojecteur avec une vraie matrice Ultra HD 4K, vrai 4K sur ce type de produit. Donc là, vous inquiétez pas quand même, cette technique n'est pas nouvelle, c'est Texas Instruments qui a créé ça pour ses propres matrices et ça fonctionne. Votre œil n'y voit que du feu, illusion. On va entrer dans les caractéristiques techniques du produit. Vous allez voir que quand même, c'est joli le bousin derrière. Les mecs, ils y sont allés franco, vaudrait mieux pour le tarif quand même. Il est compatible HDR10, pas 10+, ni Dolby Vision. Ça, on verra plus tard pourquoi. Est-ce que les vidéoprojecteurs grand public ne sont pas compatibles Dolby Vision comme ça? On verra, on fera un billet d'humeur, vous serez surpris. Le produit dispose donc d'une illumination laser, ce qui signifie qu'en effet, le tarif est également parce que c'est du laser. Durée de vie, 20 000 heures. Vous avez le temps de voir venir, 20 000 heures, c'est énorme. Avantage numéro 1 du laser,
un allumage presque immédiat. En 30 secondes, paf, vous avez l'image. C'est nickel, vous pouvez l'éteindre immédiatement, vous claquerez pas la lampe, il n'y a pas de lampe, c'est du laser. Et en même temps, durant toute la durée de vie du laser, l'illumination est la même. Vous n'avez pas de différence de colorimétrie, de luminosité. Pendant toute la durée de vie, c'est exactement la même image avec le laser. C'est un super avantage. Il faut savoir que même si c'est un produit laser, vous n'allez pas vous griller les rétines en vous mettant devant. Il y a une protection, regardez, je vais le faire tout de suite. Là, vous mettez là, voilà, il coupe. Dès qu'il y a quelque chose qui passe, il coupe directement. Donc il n'y a vraiment, à la limite, plus aucun risque. Même si on aurait eu un, il n'y a plus rien. Dormez tranquille là-dessus, tout est prévu avec ce type de produit. Le traitement vidéo est un traitement vidéo signé Optoma, capable de travailler avec des sources standards, hein, qualité standard, jusqu'à l'Ultra HD 4K. Il y a un upscale qui est prévu à l'intérieur, bien sûr, logique, hein, pour amener tout ça en Ultra HD 4K, ainsi qu'un mode Pure Motion qu'on peut déconnecter. Hein. Vous savez, le Pure Motion, c'est quand vous appuyez sur le bouton et que l'image d'un film devient l'image d'un caméscope. Vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez tout déconnecter. Il y a un menu à l'écran qui est extrêmement complet, que vous voyez apparaître actuellement. Menu à l'écran qui permet de régler également la mise en place. Vous avez des mires et tout pour régler. Si vous avez un problème de géométrie d'image, vous pouvez gérer ça également avec la télécommande rétroéclairée qui s'appelle en Bluetooth. Donc vous pouvez régler si vous avez un problème de géométrie d'une façon assez simple. Bref, vous avez vraiment la main sur l'image. Et attention, tous les modes peuvent être déconnectés. Vous avez des modes automatiques, même sur de la HDR, hein, automatique, machin truc. Vous pouvez tout repasser en manuel et gérer vous, pas à pas, le produit, ce qui sera peut-être d'ailleurs nécessaire. Peut-être que les réglages usine, ils sont... je sais pas. Truc super important, le produit peut être mis en réseau Wi-Fi, et il est également Bluetooth. Et on va parler de l'audio. L'audio, c'est quelque chose sur lequel Optoma a beaucoup travaillé. Hein. Ils se sont quand même donnés, les gars. Ils ont décidé de travailler avec Newforce. Newforce, qui est une grosse marque d'audio, qui a équipé le produit d'une puissance de feu de 40 watts. Ça reste de la stéréo, hein. C'est du Dolby 2.0. Ça aurait pu être du Dolby Atmos, mais là, le tarif... il y a 4 haut-parleurs dedans, justement, 2x2 pour la stéréo. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux connecter dessus? La même chose qu'avec un téléviseur. Vous avez donc les prises HDMI, vous pouvez mettre des sources externes ou bien utiliser Android 8.0 avec un magasin d'applications, donc Netflix et autres, qui est disponible, qui est à bord. Je préfère vous dire tout de suite que je préférais que vous ayez un Fire Stick 4K ou bien la Nvidia Shield, parce que plusieurs applications, j'ai remarqué, elles étaient un peu bridées dans la définition, dans le machin, c'était pas terrible. Donc je préfère qu'on passe par tout ce qui est externe. Je vous le dis franco, hein, c'est pas le meilleur magasin d'applications que j'ai vu, hein, qui est avec le produit, et je préfère être franc tout de suite. Voilà, c'est comme un téléviseur, mais c'est pas un téléviseur. Voilà, le concept est quand même super intéressant. Et bien sûr, maintenant, je vais me faire une joie de vous dire ce que j'en pense. J'ai passé quand même plusieurs semaines avec ce produit parce qu'il m'avait été laissé avant le confinement. Donc j'ai vraiment eu le temps de l'utiliser. Hein. À noter également que j'ai utilisé ce produit avec sa dernière mise à jour. Formidable. C'est parti, voici le verdict. Ne vous fiez pas à la qualité d'image que vous voyez derrière moi. Le smartphone, il filme avec des trucs bizarres, il y a des barres et tout, je me retourne, l'image est nickel. Ne vous fiez pas à ça, c'est pour la décoration. Hein, que je commence pas à lire des commentaires. Oui, je trouve que... Non. Non. Alors... pour débuter, je voulais dire un truc important, la mise en place du produit est extrêmement aisée. Elle est aisée pourquoi? Parce que tout est précalibré en quelque sorte, on le positionne, voilà, avec ses petits pieds, on cale l'image, on a même des mires pour nous aider et globalement c'est super simple. Vraiment le produit s'installe, allez en 2 minutes vous avez l'image, vous avez tout, par contre il faut le régler. C'est-à-dire en sortie usine, il faut régler des trucs comme la luminosité, le contraste, il faut bien équilibrer la colorimétrie qui part un peu de tous les côtés. Bref, une fois les réglages effectués, à votre œil hein, si vous voulez, on obtient des résultats qui sont les suivants. Numéro 1, premier truc qui m'a marqué, qui m'a... Ouah, c'est lumineux. C'est extrêmement lumineux. C'est assez fou la luminosité qui sort de ce produit. C'est pour ça qu'en effet, si vous avez un mur avec des aspérités, des sortes de petites cloques, un truc comme ça, vous allez le voir directement sur la surface blanche parce qu'il crache dessus. Et donc, il vaut mieux, je le répète, il vaut mieux avoir un écran, si vous pouvez. Là, je vous montre l'image dans cette pièce-là, mais ce produit a été visionné sur un écran également. Deuxième truc qui m'a marqué, vous ne pourrez pas le voir avec la captation du smartphone, c'est la définition d'image. L'image est extrêmement définie. Ils ont poussé le truc. Hein. Je pense quelque part qu'Optoma, comme d'autres fabricants, a envie d'impressionner le monde. Donc, directement, ils ont un produit qui coûte cher, un produit qui, dès que tu l'allumes, va avoir une grosse luminosité, une grosse patate et beaucoup de netteté. Donc, on peut régler tout ça, moduler un peu la netteté pour qu'il n'y ait pas de remontée du grain ou un truc comme ça, et avoir un résultat qui est extrêmement propre. Autre truc, en effet, la colorimétrie, une fois qu'elle est réglée, elle est assez nickel. Hein. Globalement, on a un truc très très vibrant, très fort, on sent que c'est très très fidèle. Le HDR fonctionne très très bien,
Alors là, j'ai essayé justement avec plusieurs types de films, j'ai fait des mesures aussi, hein, et le HDR fonctionne extrêmement bien. L'image n'est ni trop sombre, ni bouchée. Quelquefois, avec certains vidéoprojecteurs, je peux vous le dire, l'image en HDR est assez moyenne. Elle est bouchée, elle est comme trop sombre, et là, lui, il s'en sort. C'est du HDR derrière. Hein. Autre truc important, faible bruit de fonctionnement. Bien sûr, si vous montez le niveau du laser, vous allez avoir le bruit de la ventilation qui va monter parce qu'on peut régler justement le niveau du laser pour avoir un niveau maximal, régler le noir. C'est très bien fichu dans le menu parce qu'on peut vraiment agir. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je confirme sur le terrain qu'on a vraiment des moyens d'action réels sur l'image. Quelquefois, vous le savez comme moi, on a certains vidéoprojecteurs au-dessus de soi ou dans le canapé, on entend la soufflerie en haut, hein, le truc il est là, parce que c'est des grosses lampes, parce que le système n'est pas le même. Autre truc qui m'a pas mal impressionné quand même, le contraste dynamique. Il y a du noir. Il y a un très bon contraste dynamique, ça fonctionne très bien, l'image est assez vibrante et ce noir justement associé au fait que le HDR fonctionne bien, ça donne beaucoup de profondeur à l'image, ça lui donne vraiment du corps. Avec des bonnes sources, justement on va en parler, puisque quand on rentre dans ce vidéoprojecteur avec une source qui serait d'une qualité DVD, il y a un upscale, donc une mise à l'échelle qui est correcte mais qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur upscale que j'ai vu. Si vous pouvez passer par une Nvidia Shield ou un lecteur de Blu-ray qui fonctionnerait bien, ça sera mieux que le résultat qu'on peut obtenir de la part du traitement numérique de l'upscale sur ce produit. Je n'ai pas beaucoup eu envie d'activer le mode Pure Motion machin truc qui à mon avis ferait vraiment un effet caméscope. Donc je l'ai déconnecté, ça c'est clair. J'ai préféré avoir une image qui avait un petit peu de saccade plutôt que d'avoir ce côté caméscope qui s'active très rapidement là-dessus. Hein. Dès que vous mettez le Pure Motion, vous êtes déjà au niveau 1, vous en avez, en 2, en 3, non c'est pas possible, j'y arrive pas. C'est moi, c'est personnel. Hein. Truc important, il y a pour les gens qui sont sensibles à cela un effet arc-en-ciel. J'explique. Il y a dans ce produit un laser qui à mon avis a une roue de couleur qui est devant. Donc cette roue de couleur, donc la roue de chroma, moi je la vois. C'est-à-dire qu'il y a entre 10 et 15% des gens qui voient en effet, par exemple sur un fond noir, vous avez des lettres en blanc, moi je vois un arc-en-ciel autour des lettres si mes yeux font ça. Moi je vois ça. Mais d'autres personnes qui ont visionné ce produit en ma compagnie l'ont pas vu. Mais sachez que si vous êtes sensible à ce qu'on appelle Rainbow Effect avec le DLP DMD, vous le verrez. Il n'est pas super développé, mais il est là, je l'ai vu. Et pourtant, il y a eu des rumeurs qui disaient que le produit n'avait pas de roue de chroma et que c'était uniquement le laser avec des filtres devant. Moi, je vois un effet arc-en-ciel. Il n'est pas gênant pour les gens qui n'ont jamais vu l'effet arc-en-ciel sur n'importe quel produit, mais pour les gens qui y sont sensibles, il y aura quand même des effets d'arc-en-ciel suivant le type d'image. La seule solution pour ne pas avoir d'arc-en-ciel, c'est d'avoir 3 matrices et non pas une. Et 3 matrices, ça coûte une blinde. Donc la solution pour les fabricants, c'est d'avoir une matrice avec une roue chromatique devant qui fabrique la colorimétrie. Ça reste une image qui est différente du LCD, mais qui est très séduisante parce qu'elle est très bien gérée et Optoma a vraiment de l'expérience sur le DLP DMD depuis des années, donc ils maîtrisent leur truc. Attention pour les gamers, l'input lag de ce produit est quand même assez élevé. On n'est pas sur le téléviseur Samsung que j'ai testé il y a quelques temps qui avait un input lag qui était sous 10 millisecondes. On est en moyenne entre 40 et 50 millisecondes et ça a été réduit parce que quand le produit est lancé, j'avais des confrères qui l'avaient testé et qui étaient montés à 100 millisecondes. Il y a une mise à jour qui a été faite, justement que j'ai installée, la mise à jour C12 je crois, qui a réduit un petit peu l'input lag, mais ça reste jouable. Sachez que j'ai des potes qui ont joué sur le produit, ils trouvaient ça jouable, mais ça reste un petit peu élevé pour certains gamers qui seraient super exigeants ou qui exigeraient justement un input lag extrêmement faible. C'est pas le meilleur produit. Afin de résumer un peu mieux les choses pour vous, on va passer au plus et au moins. Là, ça sera clair et net. La mise en place du produit, assez facile globalement avec les mires et autres, on le positionne, c'est parti. La netteté de l'image, si la source est bonne, c'est du miel. Hein. Très bonne luminosité, c'est très vibrant, c'est très dynamique. Une bonne colorimétrie après réglage. La télécommande, elle est discrète et rétroéclairée, un bon accès rapide au menu. Le HDR10 qui est globalement très bien géré. Et je dis oui pour un point également, ce produit est compatible 3D en 1080p. Le menu est extrêmement complet, on a vraiment la main sur l'image et le son. La qualité audio est sympa, c'est pas le grand soir, hein, c'est peut-être 2 fois 40 watts, mais c'est vachement bien, c'est très dynamique. Le prix, 3 300 €. Si l'image est excellente, il y a quand même un truc qui me gêne à chaque fois, c'est qu'il y ait un logo 4K sur des produits qui n'ont pas de matrice 4K. Malgré tout, ça me gêne un peu, même si je sais que techniquement, on peut en effet afficher une image 4K par obulation grâce aux techniques Texas Instruments, mais ça reste une matrice qui à l'intérieur n'est pas 4K. Et quand Sony met 4K sur un produit, il y a vraiment une matrice 4K à l'intérieur.
C'est là la nuance. Commercialement, c'est compliqué d'expliquer ça. Le circuit Pure Motion est à déconnecter pour moi. Il m'a fait vraiment une image caméscope. C'est personnel, vous le gardez si vous voulez. Moi, je l'ai déconnecté. Même s'il y a un mode jeu, donc un mode gaming ici, globalement, c'est pas le produit qui est peut-être le mieux adapté au gaming. On peut faire du gaming sans trop d'entraves, mais certaines personnes seront plus exigeantes que ce que propose ce produit. Pour tirer le meilleur parti du produit, il faut, à mon avis, le calibrer un petit peu. Les gens qui sont sensibles à l'effet arc-en-ciel avec le DLP DMD verront de temps en temps des arc-en-ciel avec ce produit. Certaines applications sont techniquement un peu bridées. Donc si vous le pouvez ou vous le voulez, vous pouvez passer sur une étroit HDMI par une box externe, donc une box Internet, à l'Apple TV, Fire Stick 4K en USB ou bien Nvidia Shield. Vous aurez à mon avis des meilleurs résultats qu'en utilisant directement des applications liées. Les ports HDMI ne sont pas 2.1, mais ils sont 2.0 avec un retour ARC quand même. Il y a l'audio ARC sur le produit. Étant donné qu'on a affaire à une matrice 1080p avec une émulation, il y a un petit cadre de quelques centimètres, ici, un cadre gris qui entoure l'image. Dans ce cas-là, la solution, je le dis depuis le début, c'est d'avoir un écran. Si vous achetez un écran autour, il y aura un cadre justement noir dans lequel vous pouvez caler l'image sans voir le petit bord qui est ici. Voilà, il y a un tout petit bord. Vous ne pouvez pas le voir ici avec le smartphone, mais il y a, là, je vois un bord, allez, de 2,5 cm, qui est le bord de la matrice et que l'on peut voir dans le noir. C'est dans ces moments-là que je me dis que je serais mieux dehors en train de promener mon chien quand même. Voilà, j'essaie de vous dire un maximum de choses sur ce produit. C'est la vidéo du dimanche, donc on peut prendre notre temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je testerai d'autres produits comme celui-ci. Il a plein de concurrence produits. Il y a des produits Xiaomi qui coûtent moins cher, qui sont également illuminés par un laser, avec une matrice qui est amenée également en Ultra HD 4K. Il y a des concurrents de tous les côtés, le modèle Epson. Bref, c'est un monde en pleine ébullition. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi, je suis là pour vous lire. J'ai quelquefois pas le temps de répondre à tout parce que je rappelle que certaines vidéos ont plus de 1000 commentaires. Donc à un moment donné, j'arrive plus, mais je mets un petit cœur quand j'ai lu et c'est toujours bien de pouvoir débattre parce que cette vidéo c'est un débat, je vous propose un produit, je vous dis tiens voilà c'est ci, c'est ça et on en parle ensemble, on est là justement pour parler de ces produits. Moi je suis un super passionné, vous êtes des passionnés, on se donne à cœur joie, il y a des avis et tout et ça c'est ce qui me permet moi d'avancer et de progresser dans mon boulot. Que vous me donniez des avis constructifs, c'est pour me dire une horreur, ça sert à rien et ça apporte rien à personne. Amusez-vous sur la chaîne, vous allez avoir des petits bonus comme ça pour vous changer les idées et pour vraiment sortir de tout ce truc technique avec ces projections, ces machins, ces trucs. Allez! Je commence ces bonus en vous disant que normalement, ce dimanche, je devais faire le test de la barre de son Sonos Arc. Par contre, je ne l'ai pas fait, because je n'avais pas assez d'informations concernant des trucs que j'ai détectés. J'ai vu des trucs sur cette barre de son, je dis mais il faut que j'en parle aux ingénieurs. J'ai commencé à parler des ingénieurs et puis j'ai besoin d'autres réponses de la part d'ingénieurs pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y a des choses qui sont étonnantes sur cette barre de son que j'ai besoin de piger pour bien vous les expliquer. Parce que ce n'est pas une barre de son comme les autres. Ce n'est pas un modèle Samsung, ce n'est pas un modèle Yamaha, elle va vers d'autres destinations, avec d'autres options et un autre écosystème que j'ai besoin de bien saisir. Voilà, donc la barre de son sera en test a priori dimanche prochain, à moins que je mette encore plus de temps à avoir les réponses de la part des ingénieurs aux États-Unis. Voilà, maintenant on va passer au vrai bonus, des trucs plus intéressants que... Ah, autre moment, autre expérience, on va tenter le Bamboo Boat. Ici à Yangshuo, alors il paraît que c'est juste à couper le souffle, mais comme tout de toute façon. Et on se balade comme ça, toute la rivière Lee, pour voir bien sûr des sites extraordinaires. Regardez un petit peu comment ça se présente, les Bamboo Boats. C'est vraiment le truc touristique de folie. Mais je peux pas venir ici et ne pas faire ça, c'est impossible. Je m'en fous moi que ce soit un truc touristique. Je vais m'en prendre plein la gueule. C'est parti, l'expérience s'annonce absolument étonnante. Tout le monde à bord, nous sommes donc dans le concept du Bamboo Boat. Nous allons donc voguer la galère sur la rivière Lee. Vous noterez que je suis équipé. Dans le cas où il se passe quelque chose, tout va bien. Safety first.
On va attaquer le demi-tour et là, ça va être son et lumière. Parce qu'on va être en contre-jour, justement avec le coucher de soleil sur la rivière Lee. Et là, ça va être spectaculaire. Et voici en direct live la malédiction dont je vous parle depuis des mois. Quand je monte sur un bateau, c'est toujours le plus lent. Je me fais toujours doubler par tous les autres. Mais partout où je suis dans le monde entier, quoi. J'ai toujours les bateaux les plus lents. Pourtant, je suis super léger et tout le monde, voilà, nous met 15 miles dans la tronche. Lamentable. Tout le monde est passionné. Fait dodo. C'est que c'est long, la croisière est longue, mais elle est top quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu... Enfin, tant qu'il tombe pas, moi ça me va. Hein. Ah, séquence émotion, on va passer des rapides. Ça va secouer un petit peu dans les chaumières. Souquet Moussaillon. Ah oui, là ça y est, c'est parti. C'est du rafting. Voilà. Il y a le courant contraire et on fait du surplace. Donc officiellement, on est en marche arrière. C'est incroyable, j'adore cet endroit. Ça y est, on va réussir à le passer. On fait du surplace et je plaisante pas. Si on avance un peu. Mais un fond de sauce, hein. Fin du périple, retour sur la ville de Yangshuo, qui est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est vrai que cette petite croisière était sympa, mais les paysages de ce côté-là, de Yangshuo sont juste absolument époustouflants. Retour à la... Oui, je sais. Retour à la case départ. On revient à Yangshuo, qui est sincèrement beaucoup plus beau que tout ce qu'on a vu là. Hein. C'est vrai que c'est très très beau cette partie de la rivière Lee. Incroyable quoi, incroyable.